4 individus. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a tenu une réunion de crise dans la matinée. Une instruction a été donnée au préfet pour faire le point sur les dispositifs déployés autour des établissements culturels et pour renforcer si besoin les mesures de sécurité. Le Louvre, lui, reste fermé aujourd'hui. Les premiers débats entre députés sur le budget 2026. Le projet de loi de finances est examiné depuis ce matin et jusqu'à mercredi soir par les députés de la commission des finances. 2 amendements déjà adoptés. Celui pour défiscaliser les pensions alimentaires et celui pour indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu pour la première tranche. Enfin, de nombreuses applications encore difficiles d'accès. Une panne majeure affecte le service cloud d'Amazon depuis ce matin et cela entraîne des problèmes de connexion et de ralentissement sur de très nombreux sites ainsi que chez les opérateurs téléphoniques. Bon après-midi. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui à Deauville pour le tiercé quartier Quintet Plus, qui avait la victoire de l'As Darry River proposé à Darry River proposé à 15-34 contre 1. Le 10 Siouni deuxième devant le 9 Zakapo, Kauna le numéro 1 et 7 Lobis Gold 15, 10, 9 As et 7 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors, l'autre jour, j'ai une amie qui me parlait d'une de ses copines qui franchement allait mal et allait très souvent mal. Et elle me décrivit tous ces symptômes. Et en moi-même, je me suis dit, cette pauvre femme a sans doute subi des abus sexuels durant son enfance. Et malheureusement, elle ne s'en souvient pas et elle risque de porter ce fardeau toute son existence. Bruno Clavier est mon invité durant ces 2 heures. Il fait un travail remarquable sur le sujet des abus et je crois qu'il est important pour toutes les personnes qui travaillent dans le soin, que ce soit médical ou thérapeutique, de mieux connaître ces symptômes qui indiquent peut-être un abus. Je dis bien peut-être parce qu'il n'est pas question non plus de donner une sentence à une personne qui n'a rien demandé. Néanmoins, c'est en avançant toute connaissance de cause qu'on pourra soulager un plus grand nombre de femmes et peut-être d'hommes. D'ailleurs, c'est la première question que je vais poser à Bruno Clavier. Est-ce que les symptômes sont différents suivant le sexe ? Et puis, je compte sur vos témoignages pour qu'ensemble, on avance. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte, votre message et votre numéro si vous avez envie qu'on vous appelle au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Bruno Clavier. Oui, merci. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien. Vous travaillez depuis tellement d'années sur cette question des abus sexuels durant l'enfance. Donc les symptômes, vous les connaissez par cœur. Oui. C'est les mêmes ou pas Suivant les le sexe, oui. Pour certains, oui. Pour d'autres, à partir du moment où ça va toucher la sphère génitale, ça ne sera pas les mêmes. Mais je veux dire que, déjà très important, les symptômes, il faut qu'il y en ait plusieurs. C'est comme en médecine, c'est un tout seul, ça ne veut rien dire. Dès qu'on en a 2, 3, mais les symptômes physiques vont chaque fois se coupler. C'est là qu'on reconnaît avec des symptômes psychiques et puis des symptômes émotionnels ou du comportement. Par exemple, si vous avez une personne qui a un problème de thyroïde, plus un dégoût de la sexualité, par exemple, et a fait quelques tentatives de suicide, on a déjà 3 faits. Voilà. C'est pas un tout seul, quoi. Bien sûr, un tout seul, ça ne veut strictement rien dire. Ça veut rien dire, voilà. Et même 3, ces 3 que vous venez de citer, 3 ou 4, il faut aller y voir. Ce qui est important, c'est de se poser la question, parce que sinon on peut passer à côté, et toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est dommage quand ils passent à côté. Par exemple, je pensais, ce matin, j'avais lu le livre sur Bétarame, et puis il y a eu des enfants comme ça qui ont vu des médecins et qui avaient des symptômes qui étaient clairs de violence sexuelle, et les médecins n'ont pas vu à ce moment-là. Et puis c'est plus tard, on va s'apercevoir qu'à Bétarame, ils étaient abusés. Oui, ouais. Oui. Et en même temps, on ne peut pas en vouloir ni aux médecins ni aux thérapeutes, puisqu'ils n'ont pas de formation sur ce sujet. C'est-à-dire, on vient d'un monde où les violences sexuelles n'existaient pas, et où l'inceste n'existait pas. C'est-à-dire, ça n'existait pas. Bon. Alors maintenant, on est dans un monde où on convient que ça existe, mais donc on a du retard. Et on a du retard sur, ok, ça existe, mais ça fait quoi ?
C'est pour ça que je pense que revenir sur la question des symptômes me paraît important pour ceux qui nous écoutent et qui travaillent donc avec les gens qui vont mal, quoi. Et d'autant, quand on parle des symptômes physiques, d'autant pour que la médecine s'y intéresse. C'est ça qui serait vraiment très bien, c'est que la médecine s'y intéresse. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait, les violences sexuelles enfants, sur l'adulte d'après? Alors justement, vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, et en plus moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat, donc on va y aller, Bruno Clavier. Oui. Bon, imaginons une femme qui a une fibromyalgie et qui en plus est très souvent déprimée et qui est peut-être avec un refus de la sexualité. Bon, ok. On se pose la question. Est-ce que le médecin doit lui éventuellement soumettre l'idée que peut-être il y a des abus? Est-ce que si elle prend conscience qu'il y a des abus, elle va aller mieux? Voilà les questions, les réponses qui sont importantes. Oui, mais c'est ça le vrai sujet. Oui, c'est ça le vrai sujet. Alors moi, l'expérience me montre, mais après c'est un calcul presque personnel, mais l'expérience m'a montré que c'est incontournable. C'est-à-dire, ça serait merveilleux qu'on puisse aller de l'avant et qu'on laisse derrière tout ça. Mais ce que j'ai assez d'expérience maintenant, de vie, de voir tout ça, que on peut pas le laisser derrière. Après, ça nous rattrape. Maintenant, ça peut nous rattraper très tard. Et puis pourquoi pas. C'est-à-dire, c'est vraiment des gros problèmes. Mais moi, pour les personnes assez jeunes, je vais loin. C'est-à-dire, mais au-delà de 70 ans. Travailler là-dessus pour la première fois, je le conseillerais pas. Oui, ça risque de trop déstabiliser la personne. Parce que déjà, il faut savoir qu'une fois qu'on commence à travailler là-dessus, on en a pour, je suis désolé de le dire, mais 10 ans, enfin, c'est vraiment 10 ans de travail, quoi, minimum. Donc, il vaut mieux, mais pour les personnes jeunes, ça peut aider, ça peut changer la vie, ça peut résoudre beaucoup de choses. Mais il faut y aller doucement, il faut faire très attention, et donc toujours pareil avec ces symptômes, on va pas annoncer à quelqu'un comme ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est parce que c'est toujours caractéristique, je demande, y a-t-il des violences sexuelles dans la famille ? C'est à partir de là qu'on va toujours... Oui, c'est ça, c'est plus général. C'est plus général, ça permet à la personne de ne pas être choquée, puis elle va dire tout de suite, elle va fermer, puis dans ce cas-là, on laisse tomber, puis tout d'un coup, elle va ouvrir, et puis dans ce cas-là, l'ouverture peut être intéressante. Parce que c'est toujours systémique, c'est-à-dire, il n'y a jamais un inceste tout seul, une violence sexuelle tout seul dans une famille. On l'a d'ailleurs très très bien vu la dernière fois que vous êtes venu faire l'émission, où c'était en effet... De génération en génération. Il y a toujours en amont d'autres abus. D'autres choses, c'est vraiment systémique, ce qui fait que de parler de la famille, ça permet de pouvoir l'envisager, et après c'est la personne elle-même qui va savoir ce qu'elle veut. On ne force pas quelqu'un à travailler là-dessus. Évidemment. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit ça sur certaines mères qui ne voient pas que leur fille est abusée, ou qui ne veulent pas le voir, ou qui refusent, c'est souvent parce qu'elles-mêmes ont été abusées. Alors encore une fois, ça n'excuse pas, mais ça explique un comportement qui est assez inexplicable. Oui, ça explique beaucoup de choses, c'est-à-dire que, et je l'ai tellement vérifié que quand j'ai pu le vérifier, mais j'ai tellement vérifié ça, c'est-à-dire, c'est terrible, mais c'est comme ça que la mère, donc, a vécu son propre enfance, et quand sa fille... la vie, elle peut avoir deux attitudes. Soit elle veut absolument pas que sa fille vive ce qu'elle a vécu, si elle en a vraiment conscience, mais des fois elles n'en ont pas tout à fait conscience. On a vu ça, il y a des auditrices qui ont appelé et puis qui regrettaient. Ou des fois, malheureusement, elle va refaire vivre à sa fille ou à son fils ce qu'elle a vécu elle-même, mais de façon inconsciente. C'est pas du tout méchant. C'est que c'est une habitude, c'est comme la violence dans les familles. On tape, alors après on tape ses enfants parce qu'on a été tapé, puis des fois on veut pas taper ses enfants parce qu'on a été tapé, mais il y a quelque chose qui se transmet malheureusement, souvent. En tout cas, les symptômes, on les a assez bien décrits. C'est finalement des problèmes de hormonaux, c'est des problèmes de maladies auto-immunes. Oui, beaucoup de maladies auto-immunes. C'est des boulimies ou des anorexies. Oui, alors là on est dans le comportemental, plus. Voilà. Mais ce sont toujours pareil, des signes quand il y en a 3, 4, des fois vous avez 5, 6, eh bien ça peut être intéressant de se poser la question à partir du moment où la personne a envie de se la poser. Évidemment, et vous avez donné la réponse, si le médecin peut demander, mais est-ce que vous avez dans votre famille des cas d'abus sexuels
Et ça soulève un tout petit peu la poussière qu'il y a sous le tapis. Et puis après, c'est à la personne elle-même de voir si elle veut faire le ménage ou pas. Voilà, c'est ça. Hein. Ce qui est important, c'est dans ce domaine-là, surtout à cause de l'amnésie qui est omniprésente, l'amnésie qui est un immense problème, d'avoir une certaine vérité si c'est possible et de ne pas créer de faux souvenirs. On y reviendra parce que ça peut être un problème aussi. On va parler, je voulais juste aussi parler du livre que je viens de recevoir de Jean-Pierre Klein, qui est psychiatre, qui a aussi énormément travaillé sur les abus sexuels. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, j'ai et entendu qui conseille, qui a travaillé aussi beaucoup avec l'art-thérapie, qui est une bonne manière aussi, l'art-thérapie pour régler certains problèmes. On le recevra prochainement, mais en tout cas, il a sorti un gros livre que je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais je voulais en parler pour ceux que ça peut intéresser. Jean-Pierre Klein vient de sortir ce livre. On fait une petite pause et justement, on va retrouver Isabelle qui s'est souvenue il y a pas si longtemps que ça, justement, de ces abus. Et elle va témoigner dans un instant. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Clavier, nous parlons des abus sexuels durant l'enfance. Je rappelle les chiffres, une femme sur 4, un homme sur 6. C'est quand même beaucoup. Je crois qu'on arrive à au moins 160 000 enfants par an. C'est les chiffres de la Civise, de la commission indépendante. Qui sont certainement même peut-être un peu sous-estimés, mais bon. Oui, parce que ce sont des chiffres qui ne tiennent pas compte de l'amnésie, et l'amnésie, on ne peut pas la quantifier, puisque les gens ne se souviennent pas. Donc ils vont ni répondre à un sondage, ni même à un questionnaire, et c'est compliqué. Cette histoire d'amnésie est très complexe. Mais de toute façon, le chiffre est déjà suffisamment important pour qu'on essaye de faire avancer les choses. Isabelle, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de témoigner, Isabelle. Donc vous vous en êtes souvenu il y a 3 ans et demi, c'est ça? Pas exactement en fait. Pardon, allez-y alors. Disons que j'ai parlé il y a 3 ans et demi. Voilà, j'ai une autre personne dans mon entourage qui a parlé. Donc moi j'étais victime de mon père de mes 8 ans à mes 14 ans. Oui. Et donc, c'est... Donc ça, en fait, le fait que cette personne parle, moi, ça m'a incité à parler aussi. Excusez-moi, je pensais pas être... émue comme ça. Mais écoutez, on accueille votre émotion et je vous en prie, c'est parce que ça remue certainement des choses qui sont encore douloureuses. Donc vous avez parlé, mais de toute façon, il y a prescription, j'imagine, non, si vous portez plainte? Alors oui, il y a des prescriptions. Après, moi, j'ai pu me constituer quand même, j'ai pu quand même déposer une plainte puisqu'il y avait des photos qui avaient été faites et qui ont été retrouvées quand le domicile de mon père a été perquisitionné. Donc votre père, vous prenez en photo dans des tenues dénudées quand vous étiez adolescente, oui. D'accord. Et donc elles ont été qualifiées de photographie à caractère pédopornographique. Donc on a fait, il y a eu un jugement il y a 2 mois de ça. Donc la procédure a été très très longue et il a été condamné. Est-ce que ça, oui, je vous en prie. Allez-y. Qui est assez qui ont eu beaucoup de choses. On est enfin reconnu en fait comme victime. Parce que j'aime pas ce mot, mais ouais, il y a une reconnaissance et la justice lui a dit à lui ce que vous avez fait c'est pas bien, parce que les répercussions en fait c'est sur toute la vie. Moi aujourd'hui j'ai plus de 50 ans et voilà. Donc je travaille, j'ai bien avancé, j'ai fait de l'EMDR. Le fait de faire cette thérapie, oui, je me suis rendu compte que ça avait des répercussions sur ma vie de femme, bien évidemment, sur ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, dans mes rapports aux autres, qui sont très compliqués. Et donc le comportement qu'on adopte quand on est quand on est enfant, qui nous permet de survivre à tout ça,
C'est un comportement qui, après, une fois adulte, quand on est en sécurité, n'est plus adapté à la vie en société dans laquelle on est. Mais on est tellement... Moi, j'ai l'impression d'avoir été programmée, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... il y a Muriel Salmona qui travaillait là-dessus, et elle parle de formatage. C'est comme si le disque dur est formaté, malheureusement. Et l'autre est un danger. C'est ça. Et alors, j'ai appris à décrypter tous ces comportements. Moi, pour moi, c'était, j'ai toujours été considérée comme ça, la jeune femme avec du caractère, avec, excusez-moi du terme, une grande gueule, un sale caractère, qui, voilà, plutôt rentre dedans, plutôt. Oui, mais ce qui est plutôt positif, Isabelle, parce que en effet, vous êtes attaquée pour vous défendre certes d'abus qui dataient de votre adolescence, mais c'était au moins quelque chose qui vous permettait de tenir debout, j'imagine. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que ça m'a coupé. Je ne laissais personne rentrer dans ma bulle, en fait. Bien sûr. Mais ça montre qu'il y a de la force en vous, et cette force-là, elle va aussi vous aider. Elle vous a certainement déjà aidé, d'ailleurs, dans la reconstruction. Oui, bien sûr. Oui, vous voyez, donc de toute façon, c'est un drame terrible, et il vous a volé une partie de votre existence, votre père. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Mais la manière dont vous en êtes sorti, c'est plutôt positif. Il y a des personnes dans votre cas qui se seraient peut-être suicidées ou qui seraient, vous voyez. Donc faut vous appuyer là-dessus aussi. Mais et puis c'est ça, en fait, on se dit, quand on pense inceste, on se dit mais après ça va être des adultes qui vont avoir des problèmes, certainement une vie sexuelle compliquée, difficile. Enfin, moi j'ai une vie normale, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je veux dire, effectivement aujourd'hui avec le recul, j'avais pas une vie sexuelle très 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 épanouie. Mais voilà, j'accomplissais mon devoir conjugal, on va dire, ce qui est triste, c'est très triste. Mais pour moi, c'était comme ça, voilà, c'était normal, c'était comme ça. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a toute la vie sociale, toute cette... on porte en soi vraiment... moi, j'ai tout le temps peur. Excusez-moi de vous couper. Je voulais savoir, est-ce que votre père a reconnu les faits complètement ou pas complètement ? Une fois, devant moi, on était tous les deux. Je suis allée le voir quand la personne, donc l'autre personne a parlé. Je suis allée voir mon père pour parler avec lui. Et il a plus ou moins reconnu, et après il n'a plus jamais reconnu. Ah oui, pendant le procès, par exemple, il ne l'a pas reconnu. C'est ça. Non. Ça, c'est une autre douleur. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ça doit être difficile d'être en paix avec ça, du coup. Après, j'attendais pas forcément des excuses ou juste qu'ils reconnaissent. Qu'ils reconnaissent, oui. Ouais. Juste ça, qu'ils le reconnaissent. Ouais. Et votre mère dans l'histoire ? Alors ma maman est décédée il y a quelques années déjà. Oui, mais à l'époque où vous aviez 8 ans, 14 ans. Alors ça va paraître très 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 bizarre, certainement. J'avais une relation très fusionnelle avec ma maman. Je vous la fais très courte. Oui. Aujourd'hui, je n'en veux absolument pas ma maman, et je suis persuadée qu'elle a aussi vécu la même chose. Aujourd'hui, j'en suis sûre, avec des phrases, des discussions qu'on a eues, oui. À l'âge adulte, un jour, elle m'a dit simplement ça. Elle m'a dit, tu sais, j'ai peut-être pas toujours été là, comme il fallait. Mais merci de le dire avec vos mots à vous, parce que ça montre bien encore une fois que si votre mère n'a pas pu prendre votre défense, c'est parce qu'elle-même avait subi ça. C'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait au début de l'émission, quoi. C'est que malheureusement, ce sont des répétitions transgénérationnelles. Oui, et puis c'est des gens qui sont des manipulateurs, donc ma maman était aussi sous sa coupe. Oui, c'est ça. Je pense que on s'imagine pas à quel point ils peuvent nous façonner, nous manipuler,
ils nous détruisent en fait, vraiment. Moi, il m'a volé ma vie de petite fille, il m'a volé la découverte de la puberté, la découverte de l'amour. Moi, aujourd'hui, oui, mais j'apprends aujourd'hui ce que c'est, que ça peut être joli de faire l'amour, que ça peut être quelque chose de beau, que c'est un partage, que c'est voilà. Et vous avez trouvé un conjoint qui a été compréhensif ou dans cette c'est de la chance. Très. Oui. Et heureusement qu'il est très compréhensif, parce que c'est compliqué aussi pour les gens autour. On a des comportements qui sont pas compréhensibles pour les autres. Moi, quelqu'un qui, voilà, un exemple tout simple. Moi, j'adore inviter des gens chez moi, mais l'heure qui précède l'arrivée de gens chez moi, ça m'angoisse. Parce que mon papa, je sais que quand il rentrait à la maison, il fallait que je trouve des stratagèmes pour l'éviter, et des gens qui arrivent chez moi, qui rentrent en ma maison, c'est une agression en fait. C'est compliqué. Non, mais votre exemple, merci Isabelle, parce que votre témoignage me touche beaucoup et je pense que ça parle à beaucoup de gens. Mais vous voyez, c'est comme un traumatisme de guerre, ce que vous racontez. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, parce qu'aujourd'hui, on les reconnaît, ces traumatismes de guerre. Mais je trouve qu'on les reconnaît peut-être pas encore assez, ces traumatismes d'abus sexuels. Parce que c'est la même chose. Pour les enfants, c'est la même chose que la guerre. On est d'accord. C'est pareil. Oui. Et parce que là, avant que vos invités arrivent, oui, vous retrouvez cette peur qui est inscrite en vous depuis votre enfance, quoi. C'est là qu'on voit que vous avez bien travaillé, notamment, parce que vous pouvez reconnaître ça. Vous vous rendez compte de ça, c'est important, parce qu'il y a tellement de gens, notamment ceux qui sont amnésiques, qui vont avoir la même chose que vous, mais qui ne savent même pas pourquoi. Qui savent même pas pourquoi. Il y a plein de réactions, plein de comportements que j'avais que je comprenais pas forcément. Oui, parce que c'est des colères que je piquais, des colères parce que je me sentais agressée en fait, mais pour des choses banales. Vraiment des choses anodines, et ça prend des proportions. Mais en ce sens, moi, c'est vraiment de la panique, de l'angoisse. J'ai un nœud au ventre, je transpire, j'ai du surfroid, je tremble, et c'est incontrôlable. Et quand on ne sait pas d'où ça vient, alors aujourd'hui j'ai réussi à identifier certains déclencheurs. Il y en a que j'arrive à identifier, il y en a que je n'arrive pas. Mais petit à petit, vu déjà le chemin que vous avez fait, petit à petit ça va aller mieux. Vous êtes jeune, 50 ans, vous avez encore du boulot, c'est sûr, mais vous avez fait un sacré chemin. Il y en a pour une dizaine d'années, donc. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, ce que vous avez vécu, tout ce que vivent les enfants là, de violences sexuelles, d'inceste, j'appelle ça une bombe à fragmentation. C'est-à-dire que vous avez une centaine d'éclats. Et tant qu'on n'a pas extirpé chaque éclat, ça continue. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit, ça touche tellement tout, le corps, le comportement, le psychisme, et il faut patiemment, ce que vous faites là, on voit patiemment dénouer tout ça, quoi. C'est aussi extrêmement dur. Donc moi je suis passée par la technique de l'EMDR, donc où vraiment on revit ça. Voilà, moi j'ai revécu, je sentais son odeur, je sentais son souffle, sa peau sur la mienne, le poids de son corps sur le mien, donc c'est extrêmement dur à revivre. Oui, mais c'est aussi ce qui vous permet d'avancer, parce que on entend, enfin moi je la sens votre émotion, et je pense que vous êtes quelqu'un de vraiment très très sensible, mais c'est ce qu'il faut passer par revivre ses émotions et revivre ce qu'on a ressenti pour pouvoir s'en libérer. Donc c'est plutôt bien que vous ayez réussi ce parcours-là. Mais je voudrais surtout finir sur quelque chose d'un peu positif. Je vous en prie, allez-y. On entend beaucoup, c'est vrai que on entend beaucoup, c'est bien, la parole se libère, beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes. Ça m'étonne un peu, parce que je pense qu'il y en a aussi, et on les entend pas beaucoup. Mais voilà, tous ces gens qui ont été victimes d'inceste parlent maintenant, donc c'est bien. On parle beaucoup de quand les gens sont justement dans cette démarche, dans le début de la thérapie, dans le fait de dire les choses, où c'est des moments difficiles. Moi, ça fait donc 3 ans et demi que je suis en thérapie, que j'ai fait de l'EMDR, j'ai trouvé une très très bonne thérapeute. Oui, ça se voit. Et ça fait du bien, quoi. Oui. Je commence à aller mieux. Là, on peut aller mieux après. Mais vous allez aller de mieux en mieux, c'est sûr. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci vraiment, Isabelle. Et puis, oui, elle a demandé aux hommes aussi de venir parler. Juste, ce serait intéressant, parce que les auditeurs ne savent pas forcément. Le MDR, c'est une technique qui se fait avec les yeux. Oculaire, oui. J'ai été formé à ça, donc j'en ai fait. Je fais autre chose maintenant que j'ai fait moi-même, mais c'est vraiment très bien vu ce qu'elle dit. C'est parce que c'est pas simplement, ça suffit pas d'en parler. Il faut traiter ce qu'elle a très bien dit. Il faut traiter tous les petits détails. Quand je parle d'une bombe à fragmentation, l'odeur. Oui, elle a parlé de l'odeur, les trucs, tout envahit, et il faut pouvoir on appelle ça retraiter, c'est-à-dire que ces mémoires traumatiques s'en aillent, qu'elles soient plus dans le corps et dans la tête. Voilà. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil, et puis je vous invite évidemment, vous aussi, à venir témoigner sur Sud Radio 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Clavier, aller consulter, c'est quelque chose qui est encore pas toujours évident pour beaucoup de gens. Alors peut-être que c'est parce qu'on est dans une culture un peu narcissique, avec un moi, avec un M majuscule, donc je vais bien, aller consulter, c'est quand on est malade. Alors c'est la question que posait Isabelle, c'est que c'est plus difficile pour les hommes. Oui, ça vraiment, les hommes, eux, ils ont plus de mal, ils ont plus de... Il y a une sorte de culture de un homme c'est fort, ça bouge, ça même pas mal, et ça continue, et c'est comme ça. Oui, et non. Mais peut-être moi j'ai quand même deux choses qui me paraissent aller un petit peu enfin de les comprendre un peu mieux. D'abord, je crois que les hommes, quand ils vont pas bien, ils vont plus être dans l'action que dans la parole, donc c'est déjà plus compliqué et puis ensuite, c'est peut-être plus difficile pour un homme d'aller de s'être fait abuser, parce que ça veut dire qu'il a été soumis. Alors qu'on sait très bien que la soumission sexuelle, elle est plus du côté du féminin que du masculin. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui, justement, ont des problèmes avec leur propre féminin, parce qu'on a un féminin en soi, un homme. Bien sûr. Et une femme a du masculin en elle. Et je pense que c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est au lieu d'aller aborder tranquillement leur féminin, ils en ont peur, et puis du coup, ils vont de l'avant. Ils font du masculin. Ce qu'ils pensent être du masculin. Oui, ou alors enfin bon, bref. Toujours est-il que là, je parle d'aller consulter en règle générale, pas spécialement parce qu'on a des abus. Et donc, il faut aussi comprendre, on parle aujourd'hui quand même de santé mentale. C'est un terme qu'on commence à entendre un peu plus. Donc, quand on n'est pas en santé mentale, ça peut aider d'aller consulter, parce que ça permettrait peut-être d'aller un peu mieux. Et puis, il n'est pas, il n'est pas indispensable de prendre conscience de son problème, qu'il soit personnel comme une addiction ou gênant pour le couple comme un manque de désir. Mais pour convaincre quelqu'un d'aller consulter, il ne faut pas l'attaquer de front, parce que sinon, forcément, on va renforcer ses défenses. Derrière le refus, il y a toujours une peur. Oui, il y a toujours de la peur. Vous êtes d'accord? Oui, tout. C'est vraiment ça qui explique ça l'explique très bien, la peur. Et puis consulter, le problème, c'est qu'on peut consulter parce qu'on ne va pas bien, et puis on veut aller mieux. Bon, mais l'idée, elle est de consulter le mieux, je pense, c'est d'aller voir l'origine. C'est-à-dire, pourquoi je vis ça. Parce que là, on va prendre des médicaments, mais on n'a pas l'origine. Et en plus, parfois, on va aller consulter une fois et on va ressortir encore moins bien, parce que parfois, il faut un peu de temps pour aller mieux. Il faut d'abord un peu déblayer. Donc, tout ça est très, très compliqué. Et puis, derrière ce refus d'aller consulter, il y a aussi toutes les personnes qui sont persuadées que de toute façon, personne ne peut les aider. Oui, malheureusement. Parce qu'ils se sont construits une sorte de cuirasse dans laquelle ils se sentent à peu près bien, même s'ils ne vont pas bien. Voilà, donc je pense que c'est vraiment compliqué d'arriver à convaincre quelqu'un d'aller consulter, mais je pense quand même que c'est les proches qui peuvent être de bons conseils à un moment donné, peut-être en leur trouvant justement une bonne adresse. Oui, en leur faisant
comprendre, par exemple, quand c'est des très très proches, que sinon c'est eux les thérapeutes. Et ça, c'est fatigant dans un couple quand. Et ça marche pas. Ça marche pas, puis ça use l'autre qui en a marre de faire le thérapeute. Donc, faut peut-être un moment qu'ils le disent. Ils disent, je peux pas être ton thérapeute à vie. Est-ce que tu peux pas aller voir quelqu'un? Oui, et peut-être, je le pense notamment sur des questions, par exemple, d'alcoolisme. À un moment donné, il faut arrêter d'aider l'autre pour qu'il se sente vraiment en train de sombrer pour aller enfin consulter, par exemple. Mettre du tiers, quoi, parce que c'est pas jouable, quoi. Enfin, dans les couples, c'est pas jouable. Sinon, ça détruit le couple, évidemment. Ah oui. Et puis, je vais aussi vous offrir des cadeaux. C'est le moment de jouer avec Sud Radio et Passage du Désir. Et vous allez peut-être pouvoir repartir avec ce pack de 5 jouets, dont des accessoires Passage du Désir. Vous connaissez un peu le principe maintenant. Vous envoyez dès maintenant un SMS, Brigitte, au 7 20 18. Et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Donc, bonne chance à tous. Et on revient sur le sujet des abus sexuels avec Chantal, qui est avec nous. Bonjour Chantal. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Clavier. Bonjour. Donc un témoignage supplémentaire. Oui, ben on a besoin de vous savez, pour que on ressente, pour que les choses bougent, et surtout pour qu'on ressente à quel point c'est essentiel que les choses bougent, parce que on l'entend dans vos témoignages, votre souffrance et tout ce que ça signifie. Complètement. Moi, je me suis fait une cuirasse, parce que je parle des années 64, 65, 66. Donc, à partir de là, je me suis fait une cuirasse, en fait. Pas peur, même pas mal. Vous aviez quel âge en 66 ? Ça a commencé à 12 ans et ça s'est terminé. J'avais 14 ans, à peu près. D'accord. Voilà. Et c'était qui C'était mon beau-père, mais à l'époque, je ne savais pas qu'il n'était pas mon père, parce qu'on ne me l'avait pas dit. Donc pour moi, c'était mon père, quoi. Donc voilà, et c'est traumatisant, bien sûr. Et perte de confiance en soi. J'étais une chose, en fait, voilà. Je devenais une chose à ces moments-là, où je savais quand est-ce que ça allait se produire, et j'étais une chose, j'étais molle, j'avais tellement peur que j'étais plus un être humain, quoi, en fait. Voilà, j'étais comme un animal tremblant. Et le traumatisme a duré 2 ans. Et j'ai maintenant. Qu'est-ce qui vous a permis d'arrêter, justement ? Alors, en même temps, je me suis construit une stratégie, puisque ça se produisait particulièrement les jeudis lorsque je n'avais pas école. Et je me suis construit une stratégie. Ma maman, puisqu'elle s'absentait ces après-midi-là, elle me donnait une course à aller faire dans une ferme pas très loin de là où j'habitais. J'y allais à vélo et normalement j'en avais pas pour très longtemps, et j'ai trouvé le truc d'y aller à vélo, mais de marcher à côté de mon vélo en prenant tout mon temps. Ce qui fait que quand je revenais, elle était pratiquement de retour. D'accord, donc il ne pouvait plus voilà, et la première fois, ça a été magique pour moi, mais je me suis dit, mais voilà quoi, voilà, t'es sauvée. Et puis après, ça se produisait autre jour que les jeudis, et là, je pouvais pas faire grand-chose. Et puis j'ai voulu me mettre fin à ma vie, enfin voilà, j'ai craqué, et j'ai fini par dire des mots à ma mère, enfin sans lui dire vraiment de quoi il s'agissait. Et là, elle m'a questionnée, et puis voilà, je lui ai dit, et à partir de ce jour-là, ça a complètement cessé, quoi. Donc votre mère a compris et vous a... Oui. C'est ça. Alors, je lui en voulais beaucoup, même après, pendant des années après, je lui en ai beaucoup voulu, parce que quand je savais que ça allait se produire, mes yeux, pour moi, il y avait des mots à la place de mes pupilles, quoi. C'était t'en vas pas, me laisse pas. Et des regards suppliants que ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, quoi. Et elle ne voyait pas. Et je me suis toujours dit qu'elle avait fait exprès qu'elle faisait exprès de pas voir, quoi, en fait.
Alors, exprès, consciemment, je ne crois pas, parce que sinon elle vous aurait pas comprise et défendue. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'elle avait vécu elle pour ne pas pouvoir vous voir. Vous voyez, quand je dis ne pas pouvoir, c'est-à-dire que comme si ça la renvoyait à sa souffrance, peut-être. Je ne sais pas. Je lui avais posé la question, je me souviens, bon maintenant elle est morte il y a longtemps, je lui avais posé la question en lui demandant si elle avait vécu la même chose, puisque nous en avons reparlé, mais longtemps après, parce que sur le moment quand j'ai lâché la bombe, ensuite on n'en a pas reparlé du tout, et on en a reparlé quand j'étais adulte, et je lui ai demandé si elle avait vécu la même chose, et elle m'a toujours assuré que non, ça ne lui était jamais arrivé. Après, oui, mais après vous avez la question de l'amnésie qui est très très forte un peu partout, et ça ne veut rien dire forcément. Je voulais juste vous demander quand est-ce qu'elle elle a quitté votre beau-père? Non, pas du tout, non, oui, non. C'est ça que je vous dis. C'est là où il y a un petit problème, ouais. C'est ça, nous étions une grande fratrie, ma mère ne travaillait pas, et bien que je la suppliais qu'on le quitte, et parce qu'il était violent en plus avec nous, mes frères et sœurs, donc je lui faisais supplier qu'on s'en aille, que tout le monde travaillerait, qu'on l'aiderait et tout, mais bon, j'avais 12 ans quoi, donc je me rendais pas compte, et pour elle c'était pas possible. Donc non, elle ne l'a pas. Il n'a pas été dénoncé du coup, ni condamné. Non. Ni condamné, ni dénoncé, ni condamné, non, du tout, non. Et non, il a abusé d'autres de ses enfants? Alors, j'ai demandé à mes sœurs, j'ai une sœur qui avait eu des problèmes psychologiques aussi, je lui en ai parlé, et elle m'a dit que non, que jamais, ça ne... Est-ce que c'était une petite sœur? C'était une petite sœur. Oui, de combien de différence? Nous avions... alors, il y en a une qui a 20 ans d'écart avec moi, l'autre devait avoir une dizaine d'années de moins. Vous voyez, mais le problème, c'est que si vous dites qu'il y avait des problèmes psychologiques, et puis qu'elle vous dit que non, mais que... c'est-à-dire que quand les enfants sont abusés précocement, c'est-à-dire à 12 ans, on se souvient normalement, hein, mais si c'est à 4-5 ans, il y a une amnésie automatique. Hein, c'est très rare. Il y en a qui se souviennent. Donc vous voyez, c'est pas exclu. Elle vous dira que non, mais c'est pas exclu. Oui, mais c'est pas exclu. Je suis d'accord avec vous, quoi. Mais bon, c'est vraiment, ça crée des douleurs, même encore maintenant, et pourtant, bon, j'ai travaillé dessus, j'ai fait de l'EMDR moi aussi, j'ai été suivie par un psychologue, pas au début, parce que dans ces années-là, il n'y avait pas moyen d'accéder, enfin voilà, j'avais une famille qui n'était pas dans... Oui, et puis d'argent pour le faire. Et on en parlait, de toute façon, on en parlait très peu. Et on en parlait très peu, C'était presque, bon, on met le thème. Voilà. Je l'ai fait moi adulte ensuite, mais il y a quand même des choses qui restent ancrées en moi. Vous voyez, il y a des lieux, parce que moi ça se passait ou dans une cave ou dans le grenier, ou des choses comme ça. Il y a des lieux où si je me retrouve avec quelqu'un, enfin un homme voilà, que ce soit, enfin peu importe quoi, qui ou quoi, je suis mal à l'aise, quoi. Bah oui. Oui, ça revient exactement. Voilà. Oui, c'est ce que disait aussi. C'est cette sorte de souvenir traumatique qui quand il y a quelque chose qui ressemble un petit peu, vous réenvahit. Exactement. À ce moment-là, la mémoire prend tout. Elle prend le lieu, l'odeur. C'est comme ça qu'on va expliquer des phobies d'odeur, des phobies d'objets, des choses comme ça qui viennent de ces moments traumatiques. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, merci de votre témoignage, Chantal, qui là encore nous fait avancer. Je vous en remercie vraiment. On a lancé un appel pour que peut-être un homme témoigne, et Baptiste va prendre la parole dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Bruno Clavier, psychanalyste. Je rappelle votre dernier livre, Devenir un bon ancêtre. C'est aux éditions Payot. On parle des abus sexuels sur enfants. On a moins de témoignages d'hommes, peut-être parce qu'il y en a moins, mais quand même, ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine aussi, et je remercie vraiment Baptiste de témoigner suite à l'appel d'Isabelle. Bonjour Baptiste.
Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de votre témoignage. Alors donc c'est votre mère qui a abusé de vous, c'est ça? C'est un peu compliqué. En fait, si vous voulez, c'est pas des abus physiques. Mes parents se sont séparés, j'avais 7 ans, 1989. Et en fait, on a habité, ça se faisait comme ça avant. J'habitais chez ma mère. Enfin, c'était la maman qui partait avec les enfants. Et en fait, ma mère s'est beaucoup confiée à moi, beaucoup. À savoir qu'elle m'a raconté à peu près toute sa vie, ses malheurs, ses envies de suicide, sa sexualité, les positions préférées de mon père, la taille du sexe de mon père, je sais tout. Oui. Elle m'a tout raconté en fait. Je savais tout, j'avais 10 ans et je connaissais l'intégralité de la sexualité de ma mère. Vous ne dormiez pas avec elle quand même? Et quand j'étais petit, j'avais peur, donc j'avais 8 ans. Hein. Donc à 8 ans, si, quand j'avais peur, je dormais avec elle. Oui. Oui, c'est-à-dire que dans tout ce qu'elle vous raconte, elle vous empêche d'abord de construire une image de votre père qui soit positive. Ah oui, ça a toujours été comme ça. Et les années qu'on suivi, ça a toujours été comme ça en fait. Enfin, c'était vraiment l'homme à détruire quoi. Et puis elle se sert de vous comme si vous étiez son confident, alors que vous êtes son fils, c'est-à-dire que... Ah, j'étais son psy, hein. J'avais 8 ans, 9 ans, et j'étais son psy. Hein. Enfin, je sais des choses que même mes potes ne m'ont pas racontées. Enfin, c'est quelle musique ils écoutaient quand ils faisaient l'amour. Enfin, c'est les positions, le testicule plus gros à droite qu'à gauche de mon père. Enfin, je savais tout. J'avais 8 ans. Enfin, et j'ai su que très récemment que c'était de l'inceste en fait. Oui, c'est ça. J'ai su que très récemment. Oui, bien sûr. Alors c'est pas physique comme vous dites, mais ça peut parfois être pire quoi. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une catégorie qui est de l'exhibitionnisme, des choses comme ça, parce que est-ce qu'elle faisait de l'exhibitionnisme du style de se promener un peu nu, tout ça? Non, pas du tout. Non, pas ça par contre. Dans la maison, à la maison, oui. Enfin, oui, mais attendez, à la maison, oui, c'est-à-dire? En sortant de la douche, dans la salle de bain, dans les... Elle se montrait nue devant vous, quoi. Ah oui. C'est de ça dont parlait Bruno, hein, bien sûr. C'est bien ça. Et c'est jusqu'à quel âge elle a fait ça? De vous raconter tout, d'être nue devant vous et tout ça? Jusqu'à ce que je sois ado. Après, à l'adolescence, on prend un peu l'indépendance et on a envie d'un peu plus de solitude. Mais c'est vrai que moi, j'étais petit, mes parents étaient juste séparés. J'avais besoin d'être rassuré. Excusez-moi, mais vous évaluez jusqu'à 14 ans à peu près, quoi, c'est ça? Ouais, non, avant. Avant, d'accord. Je dirais que c'est de 8-9 ans jusqu'à 11-12 ans. C'est ce qui vous a sauvé d'être capable à 12 ans déjà de prendre votre distance. Et est-ce qu'elle vous demandait de la masser, par exemple, ou des choses comme ça? J'ai pas ce souvenir là. Non, bon. Ça me dit rien. Et qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en avez fait après? Vous avez travaillé avec quelqu'un ou vous avez mis ça de côté? J'ai vu tous les psys possibles et toutes les variantes de toutes les couleurs possibles pendant des années. Je suis un homme aujourd'hui qui a la capacité de bien et beaucoup verbaliser facilement. Mmh. Avec tout le monde en fait. Enfin, voilà, je parle assez facilement et je sais vraiment bien verbaliser. Mais aujourd'hui, dans ma vie, dans la vie qui consiste à rassembler un peu les pièces du puzzle, à toutes les emboîter, j'ai l'impression qu'il y a une pièce qui me manque en fait. Je sais pas où elle est, je sais pas quelle taille elle fait, mais elle me manque cette pièce-là. Il y a un trou. J'ai découvert il y a peu que je souffrais de dépression depuis que j'étais tout petit en fait. Des épisodes de dépression très profonds avec vraiment des envies d'en finir. Hein. Pas plus tard que l'hiver dernier, j'ai eu cette première idée qui m'a traversé la tête, je devais avoir 12-13 ans. C'est vraiment une... Mais votre mère était peut-être déjà dépressive de toute façon. Oui, donc ça, on le sait, hein, quand on a une mère très dépressive et qu'en plus on est très proche d'elle, ce qui est votre cas, on prend un peu son mal-être
Et vous savez, les enfants sont des vraies éponges. Hein. Est-ce que ça vous est arrivé d'imaginer que votre mère a été elle-même abusée? Parce que moi, ça me semble un petit peu la question à poser, quoi. Alors, est-ce qu'elle a été abusée? Je ne sais pas. Franchement, parce qu'elle en présente les signes. Hein. Je vous dis pourquoi. Parce que vous comprenez, d'étaler comme ça sa sexualité avec son enfant d'une façon étrange, puisque vous dites qu'elle voulait détruire, mais en même temps elle vante les qualités de son mari. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose dans l'ordre du sexuel qui est souvent un signe qu'il y ait eu abus. Hein. Je dis pas que c'est vrai, mais ça peut être intéressant de se poser la question parce que ça expliquerait beaucoup de choses. Je me suis longtemps questionné sur elle. Un psy un jour m'a donné une piste en me disant qu'elle était émotionnellement très instable. Ah bah oui. Je crois vraiment merci. Je crois vraiment en cette piste-là. Je me suis dit, j'ai cherché en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu comprendre et j'y arrivais pas. Et cette piste-là, en fait, je me dis, en fait, juste c'est ça, émotionnellement. Oui, limite psychotique. Enfin, on est au-delà du réel. Elle était à la frontière vraiment de la psychiatrie, hein, vraiment. Bien sûr, puisque on est. Vous savez, dès qu'un parent a un comportement qui est anormal, on peut craindre en effet qu'il y ait quelque chose qui fonctionne de travers. Et comment vous vous êtes construit en tant qu'homme? Parce que c'est ça la difficulté, j'imagine. Comment je me suis construit Vous avez eu des modèles extérieurs, justement? Des modèles, oui, mais des hommes, pas des femmes. Alors, en fait, j'ai un rapport avec les femmes qui sont compliquées. Dans un petit coin de ma tête, il y a écrit, gravé dans un petit morceau de marbre qu'il faut se méfier des femmes. Oui, bien sûr. Les femmes, en général, il faut s'en méfier. Oui. Ça c'est écrit. Ça va être difficile à effacer. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours eu beaucoup plus d'amis IE que d'amis hommes. J'ai très peu de potes, en fait. J'en ai pas. J'en ai un, peut-être deux. Mais j'ai beaucoup d'amis IE. Et ça a toujours été comme ça depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu beaucoup plus de copines que de copains. Mais par contre, il faut s'en méfier. C'est assez bizarre. Je sais pas. Là, si, vous avez. Enfin, ce que vous nous racontez permet de comprendre tout à fait. Mais en même temps, votre père, vous l'avez eu jusqu'à 7 ans. C'était un mauvais père ou c'était. Vous avez combien de temps devant vous? On va faire une petite pause. On va laisser le temps des infos et puis on vous retrouve tout de suite après. Une petite devinette qui est loyal, fidèle, patient et qui écoute sans contredire. La réponse, c'est après les infos. Ce rendez-vous d'information. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va retrouver Baptiste qui est avec nous, qui a été abusé par sa mère. Hein. C'est bien de ça dont on parle, hein, même si il n'y a pas eu de relation physique, mais c'est quand même c'est quand même beaucoup d'abus de par tout ce qu'elle. Il y a juste qu'est-ce qu'on entend par physique, c'est-à-dire on pense au toucher, hein, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des catégories pénales, disons donc le voyeurisme, l'exhibitionnisme, on est bien d'accord. Et puis les mots chez les enfants, c'est une agression. Mais évidemment. D'abord la devinette, qui est loyal, fidèle, patient et qui écoute sans nous contredire? Le chien, bien sûr. Vous êtes d'accord? Loyal, fidèle, patient, qui écoute sans contredire? Oui. Bon. Le chien. Ah bon, c'est tout? Oui, c'est tout. Bon, d'accord. C'est tout. Baptiste, on en était à votre père. Il y a eu un grand silence. Donc, j'écoute, j'attends les mots maintenant. Alors, si vous voulez, mon père a toujours été quelqu'un de taiseux et de besogneux. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé beaucoup toute sa vie. J'ai passé des décennies à essayer d'attirer son attention, et en vain. Hein. Ils s'en foutent en fait. Je veux dire, on s'appelle une fois par an et je ne raconte pas ma vie parce qu'ils s'en foutent. Enfin, il s'en fout. Il est blindé émotionnellement et il a tout fermé, certainement aussi à cause de choses très difficiles dans sa vie, certainement. Hein. Certainement. Mais en même temps, j'entends bien sûr la souffrance que ça vous a procuré en tant qu'enfant et c'est vrai que avoir une mère telle que vous l'avez décrite et un père taiseux, c'est pas facile. Mais à contrario, mon papa, c'est le seul des deux avec lequel j'ai encore des contacts, très peu, mais c'est le seul. Et bizarrement, c'est un modèle pour moi.
C'est un homme qui s'est assagi avec le temps et c'est vraiment un modèle. Ma vie d'aujourd'hui à 43 ans, c'est exactement la même que la sienne au même âge. Tout est pareil. Oui, donc vous êtes quand même construit un peu grâce à votre père. Ouais, alors il y en a, ils picolent, il y en a, ils vont aux putes, il y en a, ils se droguent. Moi, je travaille. Je travaille tout le temps, je travaille tous les jours. Donc vous avez... Et votre vie affective, sexuelle, c'est quoi ? Alors pour l'instant rien, parce que je suis tout seul. En fait, on s'est séparés avec la mère de mes enfants. C'est une femme que j'ai rencontrée quand j'avais 21 ans. Alors j'ai fait 21 ans de ma vie avec ma mère et 21 ans de ma vie avec la mère de mes enfants. Donc aujourd'hui, voilà, 43 ans, ça fait 1 an que je suis tout seul. Pour l'instant, je suis bien tout seul. Oui, bien sûr. Et puis peut-être... c'était peut-être pas si mal, 21 ans avec une femme, vous savez, c'est pas si mal. Hein. Ah, c'est beaucoup. Je ne sais pas. C'est beaucoup. Baptiste, non, je suis très heureux d'avoir vécu avec cette femme. C'est la mère de mes enfants. On s'est profondément aimés. On a des souvenirs incroyables, elle et moi. Voilà, et nos chemins se sont séparés. Oui, mais ça arrive, bien sûr. Mais j'ai plus de très bons souvenirs avec elle que de mauvais. Enfin, c'est la mère de mes enfants. J'ai du respect pour cette femme. Je voulais vous dire, vous avez dit d'entrée, là, vous avez dit que votre mère a fait des tentatives de suicide. Ah, alors ça... je l'ai noté, hein, vous l'avez dit. Oui, alors, en fait, je crois que dans sa vie entière, il n'y a que moi qui le sais. Elle voulait mettre fin à ses jours. Elle était infirmière libérale, donc elle avait de l'insuline, des produits, des machins pour ses malades, et c'était stocké dans le frigo de la maison. Moi, j'étais tout petit, je le savais pas, j'ignorais ça. Et elle m'a avoué qu'elle a voulu mettre fin à ses jours en s'injectant une grosse dose d'insuline. Je crois que c'était ça. Et en fait, elle l'a pas fait parce que c'est moi qui l'aurais retrouvée morte en rentrant de l'école. C'est ça, au moins c'est quelque chose. Elle vous a protégé là quand même. Mais ce que je veux dire, pourquoi je vous dis ça, parce que vous avez parlé vous-même de ça, et puis vous parlez de la pièce du puzzle qui vous manque. Et moi, je suis un peu têtu aussi. Je vous redis que juste les chiffres, c'est 2 personnes sur 3 qui ont été abusées, vous feront une tentative de suicide. Donc c'est pour ça que je ramène sur la scène l'idée de votre mère, ce qu'elle a vécu, parce qu'en plus elle a pris quelqu'un qui était pas très maléfique. Votre père, c'était pas un méchant homme. Ah non, il était inoffensif. Inoffensif, vous voyez. Il l'est toujours. Hein. Et oui. Et souvent, vous avez 2 cas de figure. On a ça souvent dans l'émission. Vous avez des mères qui vont prendre malheureusement un autre prédateur et qui va donc abuser de leur enfant. Puis vous avez d'autres qui ont tellement souffert qu'elles vont prendre des hommes inoffensifs pour aussi protéger leurs enfants. C'est d'une autre façon. Alors, en même temps, elles vont être doubles puisqu'elles vont leur reprocher, puisque vous dites que votre mère avait beaucoup de reproches. Mais c'était un homme qui faisait du mal à personne, en tout cas. Oui, les reproches qu'elle faisait de votre père sont peut-être les reproches d'un prédateur antécédent à votre père. Vous voyez ? C'est ce que je pense. Voilà, c'est l'idée qui peut être intéressante. Hein. C'est-à-dire, ça vous permet de mettre peut-être de l'espace dans tout ça, quoi. Et si votre mère aurait été abusée, ça serait peut-être par votre grand-père maternel ? Vous l'avez connu, votre grand-père maternel ? Oui. Alors, il est mort, j'étais ado. Alors, je peux pas dire que ça m'étonnerait. J'en sais rien du tout. Oui, on n'en sait rien, de toute façon. Et puis, franchement, je pense que je le saurai jamais. Je ne pense pas, parce que je pense que mon grand-père était un homme un peu similaire à mon père. C'est-à-dire qu'à la maison, c'était ma grand-mère qui faisait la loi et mon grand-père était un homme plutôt docile et facile. D'accord. Je sais pas, ça m'étonne, mais j'en sais rien du tout. C'est ça, le problème de ces histoires-là, c'est qu'on ne sait jamais. Des fois même, il y a des prédateurs qui viennent de l'extérieur et tout ça. Mais là, dans ce cas-là, je pense vraiment que vous pouvez penser ça, en tout cas, que votre mère, et ce qui fait qu'elle avait un petit côté sadique. Hein, c'est un peu sadique de raconter tout ça à un enfant, quoi. C'est comme si elle en voulait aux hommes, vous voyez. Ah oui, beaucoup. Ah oui. L'espèce homme avec un grand H, c'était vraiment une espèce qui fallait exterminer, quoi. Baptiste, ce qu'il faut comprendre, même si vous êtes son fils, elle aimait son enfant, mais elle n'aimait pas les hommes, et donc forcément, elle avait vis-à-vis de vous parfois un peu d'ambivalence.
C'est-à-dire, puisque Compliqué. vous êtes quand même un homme, vous voyez. Et c'est peut-être ça la clé du puzzle qui peut vous aider. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez l'impression que votre mère vous aimait au point de ne pas se suicider pour vous, etc., etc. Et en même temps, elle vous a peut-être détruit aussi en tant qu'homme. Vous auriez été une fille, ça aurait peut-être été plus facile, vous voyez. Elle voulait une fille. Elle m'a toujours dit qu'elle voulait une fille. Vous voyez, donc c'est peut-être ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez été face à une mère qui quelque part n'aimait pas votre sexe. Ah oui. Ah oui. Et ça peut vous aider peut-être à dépasser ça et à vous aimer vous en tant qu'homme. Ouais. En fait, aujourd'hui, je suis quelqu'un de plutôt aligné. Je me respecte et je me fais respecter. C'est bien. Ce qui n'a pas été le cas pendant des années. C'est très récent. Et est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que je m'aime ? Oui. Dans quelques années, je pourrais le dire, mais là, c'est peut-être un peu tôt, je pense. Bon, et ben vous allez continuer votre route. C'est le conseil que je vous donne, oui. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Baptiste, de votre témoignage. Merci. Merci vraiment. On fait une petite pause. On continue dans un instant avec Marie qui va revenir sur son témoignage. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste et psychologue clinicien, pardon. Vous êtes auteur également de nombreux livres et notamment Ils ne savent pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. C'est aux éditions Payot. Un livre dont on parle peu mais qui a toute son importance parce que dans ce livre vous expliquez pourquoi ça a été si longtemps tabou d'évoquer et donc c'est bien qu'enfin on puisse en parler. Oui, tabou chez les psys, fallait le faire. Oui. C'est vrai que maintenant ça nous semble ahurissant. Mais... C'est vrai, et ça l'est peut-être encore un peu trop, certainement. Marie, bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour. Brigitte. Oui, donc moi je vous ai déjà eu en début d'année où j'avais réalisé le matin que j'avais été violée, donc ça auprès de avec ma psychanalyste. Et donc l'après-midi j'étais très perturbée pour vous en parler, mais ça m'a fait énormément de bien. Depuis j'ai disons avancé dans mes recherches parce que vous m'aviez dit qu'il fallait absolument que j'en parle à ma mère et aussi que j'en parle, que je réfléchisse qu'il pouvait s'agir d'une personne âgée, d'un grand-père, voilà. Donc ma mère, je lui ai dit, elle était très étonnée, ne comprenait pas. En même temps, elle m'a avoué que elle aussi, elle a été violée lorsque j'avais à peu près 5 ans. Elle avait une radio à passer et le radiologue ou le manip radio, on ne sait pas, on pense que c'est le radiologue, lui a sauté dessus. Et après c'est trop noir pour elle. Donc voilà. Elle en a jamais parlé à personne, sauf que derrière elle a fait une grosse dépression. Elle en a juste parlé à l'infirmier qui est venu la voir. Elle était en clinique psychiatrique parce qu'elle s'est jetée sur lui pour se débattre, se mettant dans la même situation. Donc voilà pour ma mère. Donc du coup, on a pu échanger ensemble et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai poursuivi mes recherches parce qu'il se trouve que j'ai un souvenir qui est très très ancien. J'ai 2 ans et demi, je suis opérée de l'appendicite. Et c'est une infirmière qui m'emmène. Ma mère est présente lorsqu'elle m'emmène sur la table d'opération. Et elle sera présente jusqu'à la fin. Elle reste la nuit, voilà. Mais ce souvenir, je peux décrire exactement, même encore au jour d'aujourd'hui, comment étaient disposés les lits, comment était disposée la salle d'opération. Je vois tout, vraiment tout. Et bon, ce souvenir, il est là. J'ai cherché auprès des grands-pères, j'ai fait mon enquête auprès d'un grand-père que j'ai connu, que je m'entendais bien avec, etc.
ça peut pas être ce grand-père. Par contre, tout ce que je sais, c'est que le chirurgien qui m'a opéré était âgé, qu'il est parti en retraite très peu de temps après. J'ai aussi revécu ce moment lors d'un rapport sexuel où c'était au bord d'un lit et là, d'un coup, j'ai revécu à la fois la douleur et puis j'en suis émue en parlant. J'ai vécu la douleur et j'ai vécu un gros ventre sur moi. Et si vous voulez, le gros ventre chez moi, c'est quelque chose qui me répugne un peu. Voilà. Et donc, on avait vu ensemble que j'ai découvert que j'ai été violée parce que j'ai subi une opération d'une promoton fixation, donc autrement dit une remontée de vessie. Et depuis, j'ai le bassin complètement bloqué et il semblerait pour moi que ça a peut-être révélé quelque chose à ce moment-là, puisque ma psychanalyste, au moment où elle m'a dit en fait ce que vous avez, vous pouvez pas écarter les cuisses, et c'est là où j'ai fondu en larmes et que je savais pas pourquoi j'avais pas fait du tout ce genre de rapprochement. Et voilà mon histoire. À la suite, c'est que j'ai téléphoné à l'hôpital où j'ai été opérée, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai téléphoné au commissariat de police de la ville où j'ai voulu... Parce que en fait, si je comprends bien, Marie, vous pensez avoir été violée quand oui. vous aviez 5 ans, mais... Non, j'avais 2 ans, 2 ans et demi. Là. 2 ans et demi, oui. Pendant cette opération de l'appendicite, oui, c'est ça? Oui, avant ou après, je ne sais pas. Je ne peux pas avoir de visage. Je vois juste le moment où on m'endort, puisqu'on met un gros masque à oxygène, et je vois plus rien, j'ai peur et c'est tout. Mais après, je revois pas. Je sais juste que quand je reviens de mon lit, je suis figée. Ça, je me rappelle de ça. Je suis figée, mais c'est tout. Je peux pas mettre de visage. Oui, c'est pour ça que c'est un grand travail. La question de l'amnésie est vraiment compliquée parce que, en plus, c'est comme avec des tiroirs. Vous avez un tiroir dans le tiroir dans le tiroir, donc ouais. Du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Vous voyez, ça me fait penser ce que vous décrivez au fait que Joël Le Squarnec, là, le fameux chirurgien qui a quand même violé 300 personnes, 300 enfants, s'il n'avait pas été attrapé, il y aurait 300 personnes dans la nature qui seraient un peu comme vous. Enfin, si jamais c'est le cas, hein, on ne peut pas savoir. Mais vous imaginez que s'il n'avait jamais été attrapé, il y aurait 300 personnes qui auraient des retours bizarres de mémoire sans arriver à comprendre d'où ça vient. Ils auraient peut-être même malheureusement accusé leur grand-père ou leur père, alors que c'était... vous voyez, dans ce cas-là, moi, ce que je sais, je pense que vous faites un bon travail avec votre psychanalyste. Ce que je fais, moi, dans ces cas-là, c'est j'attends. C'est-à-dire, il faut attendre que la mémoire viennent par petits morceaux, ça prend beaucoup de temps pour tout d'un coup commencer petit à petit à reconstruire le puzzle, et à ce moment-là on peut avoir une certaine idée, parce que là vous pensez à ce chirurgien, mais normalement si c'est le cas, vous devriez faire... ou brancardier. Oui, ou quelqu'un. Mais normalement, vous devriez, par exemple, je ne sais pas si vous rêvez, maintenant ça se retrouve dans les rêves, dans les cauchemars, puis au bout d'un moment, mais vraiment avec beaucoup de circonspection, on commence à dessiner quelque chose et qui va avoir de l'effet thérapeutique, puisque à ce moment-là, on sait qu'on n'a pas inventé et qu'il y a bien eu quelque chose qui nous a traumatisés, même si on ne peut pas tout reconstituer et qu'on ne peut pas être sûr. On ne peut pas être sûr, mais vous êtes quand même sur le bon travail, je pense. Si vous voulez, à l'époque, même s'il y en a eu d'autres, des viols, j'ai 70 ans, hein, donc vous voyez, c'était en 1957, donc on portait pas plainte. Ben oui. Ben oui, et puis donc, ce qui est troublant aussi, c'est que votre mère, visiblement, a aussi subi des choses terribles, donc c'est toujours... Mais ça plus tard. Et ce qui est curieux, c'est avec le milieu médical, vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Hein, c'est comme ça qu'on comprend petit à petit, mais je pense que si vous continuez votre travail avec cette psychanalyste, vous allez trouver au bout d'un moment, et puis ça va
ça va vous faire du bien sans que ça soit une preuve. Parce que moi, je continue à dire que... Je pense que ça m'a déjà fait du bien, même sans preuve, oui. parce que la preuve, je ne l'aurais pas, je ne l'aurais jamais. C'est pour ça que les thérapies, malheureusement comme ça, à moins que la personne soit vraiment sûre, qu'elle n'a pas de problème de mémoire, c'est délicat parce qu'on ne sait pas exactement... on a des idées, mais ça ne peut pas être une preuve, notamment pour des procès, pour accuser quelqu'un, parce que c'est compliqué, c'est à tiroir. Voilà. En tout cas, bon courage Marie et merci de ce témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler de la bête qui sommeille en nous. C'est un conseil pour les couples, bien sûr. Et puis, on va également donner la parole à ceux qui nous appellent. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ce serait quand même... Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, c'est un conseil pour les couples. Bruno Clavier, dans un couple, au fil du temps, la tendresse a tendance à s'installer et ça éloigne un peu du côté animal de la sexualité. Et c'est un peu dommage parce que, évidemment, ça peut nuire aux ébats sexuels. Donc voilà un petit jeu érotique que je propose qui peut se jouer au premier ou au second degré. On sait que les petits noms d'animaux, ça fait partie de notre langage amoureux et érotique. Hein. Mon lapin, ma chatte, mon poussin, ma tigresse, mon étalon, la liste, je pourrais continuer. Hein. Et peut-être que ça peut être déjà mignon de vous donner un terme animalier que vous pourriez utiliser, ou pourquoi pas appeler le pénis ou votre clitoris avec un petit nom d'animal. Et puis le jeu que je vous propose, c'est donc de laisser la bête qui sommeille en vous se manifester. Eh bien, c'est inventé d'une façon de faire l'amour tout à fait différente en fonction de l'animal. Alors, quel genre d'animal vous pouvez choisir? Vous pouvez penser à des lions, pourquoi pas des serpents qui vont se ramper l'un contre l'autre, des chevaux, des phoques, des puces, enfin bref. C'est juste un jeu qui peut vous permettre de vous donner un petit peu d'imagination et d'avoir un rapport sexuel qui serait totalement, peut-être même drôle, mais qu'importe. Parfois, ça fait du bien de s'amuser. Je propose le chien. Le chien qui est loyal, fidèle, patient, sans contredire personne, ça irait très bien sexuellement à certaines femmes. Je contredis pas, il est loyal, fidèle. Parfait. Le chien. Le chien avec la chienne. Et on retrouve... Non, on va jouer d'abord. J'allais oublier, parce que Passage du désir vous propose de jouer avec Sud Radio. Et donc, le jeu, il est intéressant, puisque ça vous permet de gagner un pack de 5 jouets avec des accessoires Passage du désir. Comment faire? C'est très simple. Vous envoyez un SMS, Brigitte, au 7 20 18... Et l'un d'entre vous sera tiré au sort et repartira avec ces 5 accessoires Passage du désir. On continue sur ce sujet des abus sexuels avec Michel qui nous rejoint. Bonjour Michel. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Donc, Brigitte, oui. Merci de m'accueillir. Cela fait des années que je vous écoute. Parce que quand on a été abusé sexuellement, je crois que notre vie amoureuse est sérieusement impactée. Et ça m'a fait du bien de vous écouter toutes ces années parce que ça m'a permis de me libérer. Et en ça, je vous remercie pour votre émission. Voilà. Merci Michel. Et merci de témoigner. Vous avez été violée à partir de 8 ans, c'est ça ? Je pense, mais peut-être avant. J'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 5 ans et ma mère s'est mariée avec cet homme. Et donc, mes souvenirs remontent à 8 ans, mais je crois que c'est bien avant. Et nous avons été très 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 maltraités physiquement par mon père et ma mère qui devaient m'en vouloir d'exister, je ne sais pas. Elle a eu 10 enfants avec son mari et moi je suis née la première et je crois qu'elle nous a toujours haïs. Et nous étions martyrisés physiquement et lui abusait de moi et je pensais que c'était une torture de plus qu'on nous infligeait. Et il me menaçait de mort si je le disais à ma mère. Et ça a duré des années, jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai fugué.
je me suis sauvée et là j'ai été placée à l'ASE. J'ai été sauvée en quelque sorte. Bah, bien sûr, ouais, vous avez eu raison de vous sauver parce que c'est... Mais votre mère, vous imaginez pas qu'elle savait un peu ce qui se passait et que au fond ça l'arrangeait peut-être? Écoutez, un jour ils se sont disputés. Il l'a mise à la porte. Je crois qu'on a un petit souci avec Michel. Vous êtes toujours avec nous, Michel? Oui. On a eu un petit souci. Ah, je vous répète. Oui, vous disiez que... Ils se sont disputés. Voilà. Ils se sont disputés, il l'a mise à la porte et elle est repassée par la fenêtre et elle a tout vu. Donc elle vous a vu étant abusée par votre père? Oui. Et comment a-t-elle réagi? Eh bien là, elle m'a demandé si c'était la première fois et je lui ai dit que non, ça fait longtemps que ça durait. Elle m'a paru tomber de sa chaise. Elle m'a elle faisait en sorte que je ne sois jamais seule avec lui, mais il a recommencé plusieurs fois et il me faisait tellement peur que j'avais tellement peur de mourir que voilà. Et quand j'ai été placée à l'ASE, la police m'a interrogée et elle a dit que c'était pas vrai. Oui, elle a défendu son mari pour des raisons qui évidemment la regardent. Vous avez fait un travail, j'imagine, depuis? J'ai eu de longues années de thérapie parce que quand j'ai eu mon premier enfant, quand j'ai tenu cet enfant dans les bras, j'ai explosé littéralement parce que je me suis dit mais comment on peut faire du mal à un petit enfant? Et ça a été et à partir de là j'ai fait beaucoup de thérapie bien sûr et qui m'ont aidé à retirer ma haine de ces gens-là. Oui, parce que je vivais ça comme un grand boulet. Oui, et puis la haine, ça maintient un lien de négatif entre vos géniteurs et vous. Mais ce qui est formidable, c'est comment, quand vous avez votre bébé dans les bras, comment tout d'un coup, une humanité vous envahit et vous permet de couper. En fait, comme elle a eu beaucoup d'enfants, je lui donnais des circonstances atténuantes en disant bon lui j'étais pas son enfant alors voilà mais elle et donc je lui donnais des excuses en quelque sorte parce que elle avait beaucoup d'enfants et puis après quand j'ai tenu mon enfant je me suis dit, mais elle a aucune excuse, mais c'est pas possible de faire des choses comme ça avec son enfant. Voilà. Oui, alors je vais pas la défendre, hein, mais en même temps, 10 enfants, un mari certainement violent. Je pense qu'elle avait perdu toute son humanité et elle était en survie permanente. Hein. Et encore une fois, je ne suis pas du tout en train de la défendre. Hein. Je dis simplement que on voit parfois des êtres qui perdent justement tout ce qui est digne d'être un être humain, tellement ils sont accablés de. Bon, on le voit pendant les guerres, de ce qui peut se passer parfois, qui sont. Enfin, il y a rien d'autre à dire. Elle avait peur de lui. Ah oui. Oui, c'est pour ça qu'à la police, elle a dit que c'était pas vrai, par peur, peut-être parce qu'elle avait peur qu'il se venge après, quoi. Oui. Sans doute, oui. Je crois qu'elle a dû vouloir. Elle a dû comprendre qu'il irait en prison et elle voulait protéger mes autres frères et sœurs, hein, qui étaient plus jeunes. Hein. Et alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai gravi beaucoup d'échelons pour me sortir de tout ça. J'ai plus de haine. Je suis assez sereine, sauf que j'ai un traumatisme qui me poursuit. C'est la pédocriminalité. J'ai 3 petites filles et j'ai très peur. Et je
je ne sais pas comment on peut se sortir de ça. On en parle beaucoup actuellement. Vous voulez Les gens dire que ne sont jamais punis. Oui, non, mais vous avez raison. Il y a un travail énorme à faire. Mais vous voulez dire que vous êtes totalement angoissé qu'il arrive quelque chose à vos petites filles, c'est ça? Mais pas de leur père, parce que mes enfants ont des pères absolument extraordinaires, de type comme l'homme qui s'est présenté comme mon père, surtout à l'extérieur. Excusez-moi, c'est ça que je n'ai pas bien compris, parce que vous avez dit que votre mère a eu, à des moments, vous avez dit votre père et votre beau-père, c'était pas tout à fait clair. C'est-à-dire, vous êtes combien d'enfants de votre père? Moi, j'ai eu un père. Ensuite, elle a eu un autre homme. Mais les 10 enfants, elle les a eu avec votre père ou avec le beau-père? Oui. Enfin, quand j'ai eu 5 ans, elle s'est mariée avec ce type qui m'a reconnue, mais qui n'est pas du tout mon père biologique. Et ils ont eu 12 enfants. Ah, c'est ça. Mais donc, vous connaissez votre père? Ou pas? Le vrai, non. Le vrai. Ah, vous connaissez ça, ce qui n'était pas clair. J'avais pas bien compris. D'accord. Parce que vous avez dit, mon père m'a haï, ou je sais pas. C'est pour ça que vous avez été élevé par votre grand-mère, parce que votre mère était fille-mère, c'est ça, quand vous êtes. Ça. Voilà. Donc votre mère fille-mère, elle vous confie à sa mère, donc, qui vous élève. Et ensuite, vous retrouvez votre mère quand elle se marie à votre beau-père. D'accord. Oui. D'accord. Okay. Et vous étiez donc chez votre grand-mère maternelle? Pendant 5 ans. Et est-ce qu'il y avait un grand-père maternel? Oui. Il était comment avec vous? Il n'était pas très souvent là parce qu'il travaillait à l'extérieur et je pense qu'il devait être logé par son travail. On le voyait pas souvent. C'est souvent ma grand-mère toute seule qui s'occupait de... D'accord. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à votre question, là, justement, le problème, c'est que le travail est très très long. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est minimum 10 ans, mais je ne sais pas combien d'années vous avez passé de travail. Oui, en plus, parfois même, on fait des thérapies sans vraiment faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous dites que vous êtes sereine, je pense que vous n'êtes pas tout à fait sereine. Et sur la question de la haine, j'aurais tendance à être prudent, parce que si vous voulez, à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle l'inconscient, et l'inconscient, lui, le conscient croit qu'il n'y a plus de haine, mais l'inconscient, lui, continue peut-être à haïr. Donc je me demande si c'est pas une question encore de travail plus profond pour pouvoir être libéré de cette angoisse, parce qu'a priori, vu ce que vous racontez, vos petits-enfants, ils craignent pas grand-chose. Non, mais... j'ai 3 très jolies petites filles et ça me fait peur qu'elles soient la proie de prédateurs. Mais ça, vous savez, je pense que c'est ce que vous avez vécu vous, que vous projetez de manière un peu trop souvent sur vos petites filles. Et je crois que c'est vraiment important que vous analysiez cette projection pour justement ne pas que ça se produise. Est-ce que vous avez raconté ce qui vous est arrivé à vos enfants? Alors j'ai été obligée à un moment donné. Mais c'est bien, c'est bien. Parce que une psychologue m'a beaucoup poussée à le faire et je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas que mes enfants sachent qu'ils avaient une grand-mère et des grands-parents qui étaient des horribles personnes. Oui, mais ça c'est mieux de dire les choses. C'est comme ça qu'on coupe, vous savez, les fameux secrets de famille, Michel. Et c'est parce que vous l'avez dit aussi à vos filles que vos petites filles sont protégées. J'espère. Mais oui. Non, mais peut-être qu'il faut aller voir avec votre. Enfin, je suppose que vous avez peut-être encore quelqu'un avec qui vous travaillez. Allez voir pourquoi vous êtes aussi angoissé par ça et en parler. Et peut-être que tout doucement, ça va. Il y a encore des choses qui doivent sortir, malheureusement. Ouais. Et juste que je dois refaire une thérapie. Moi personnellement, je ne sais pas, mais parce que des fois même tout seul on travaille, des fois on travaille avec des thérapeutes puis on réfléchit, mais peut-être de vous analyser, de voir cette question de la haine, elle est compliquée parce qu'on n'est jamais. Elle est toujours, moi à mon sens, elle est toujours un peu là, quoi. Donc il vaut peut-être mieux se dire qu'on n'est pas tout à fait serein et on sera peut-être du coup plus serein. Je sais pas comment expliquer ça. Mais peut-être aussi la question que je peux me permettre de vous poser, Michel.
est-ce que dans tout ce que vous avez traversé de terrible, est-ce que vous vous sentez un tout petit peu responsable ou coupable ? Ah non. Bon, donc ça c'est plutôt un bon point. Je me suis sentie victime pendant très 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 longtemps. Ah bah c'est sûr, vous l'étiez. Et après j'ai eu une approche avec le bouddhisme et des histoires de karma et j'ai beaucoup travaillé là et je me suis dit peut-être que j'ai été dans une vie antérieure quelqu'un de très moche. Oui, enfin ça... si ça vous donne du sens à ce qui vous est arrivé, pourquoi pas, mais je crois qu'il faut faire attention aussi au bouddhisme avec cette sorte de pardon obligatoire qui parfois peut aussi vous faire croire que vous n'avez plus de haine et qui peut-être est encore un petit peu présente, puisque c'est ce que Bruno Clavier propose. Moi, ce que je pense, c'est que en vie antérieure, je parlerai justement de la vie antérieure à 8 ans. C'est-à-dire que vous dites que peut-être c'était avant, et à mon avis, la clé serait entre vos 5 et 8 ans. Il y a peut-être des mémoires là qui sont en y allant très doucement, qu'il faudra aller travailler quand même, peut-être. Oui, parce que là, je n'ai pas de mémoire. Et c'est pour ça que je pense qu'il en reste, puisque vous le dites, et on peut le supposer qu'il a commencé avant 8 ans, quoi. Et malheureusement, dans les premières années, je l'ai dit tout à l'heure, mais à 3, 4, 5, 6 ans, il y a des vraies amnésies très difficiles à lever, quoi. Mais bon, ça changera plus rien maintenant. Puisque... Non, mais ce que vous pouvez faire, vous savez, il y a les rêves, on en parlait tout à l'heure, mais parfois vous écrivez, vous laissez votre imaginaire écrire, et parfois il y a des mots qui quand on se relit, qui tout d'un coup nous permettent de comprendre des parts de nous-mêmes qui sont encore un peu de l'ordre de l'inconscient. Écoutez, Brigitte, oui. c'est drôle ce que vous me dites parce que quand j'ai été en thérapie après la naissance de ma première fille, et le thérapeute, le psy que j'ai eu, me demandait d'écrire tous mes rêves et d'écrire à chaque fois qu'une crise d'angoisse arrivait, d'écrire ce que je ressentais, ce qui la déclenchait, voilà. Bon. Et j'ai appris ça et c'est très très c'est formidable. Oui, mais parce que l'écriture, on se rend pas compte comment tout d'un coup nos mots partent dans la direction qui est pas forcément celle qu'on croyait. Donc c'est toujours intéressant. En tout cas, merci beaucoup Michel et bravo parce que vous avez fait un bon travail. On fait une toute petite pause et on va conclure dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous. Merci Bruno de prendre de votre temps de temps en temps pour avancer sur ce sujet qui me... Quand j'entends ces témoignages, j'avoue que je suis assez désespérée. Ben oui, c'est terrible, ce panorama qu'on a là. Non, mais c'est vrai, on a l'impression c'est tellement de souffrance, tellement de violence, tellement de non-dits qu'on se dit mais est-ce qu'on va réussir un jour à avancer ? Mais bon, allez, ce petit moment de désespoir, je le dépasse et je donne la parole à Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Bruno Clavier. Bonjour. Alors, je raconte ma petite histoire. J'ai habité dans une ville thermale en Afrique. Aujourd'hui, bien sûr, je vis en France. Et à l'époque, vers 11 ans, j'avais des formes qui ont poussé assez rapidement. Du coup, j'avais des seins qui ont poussé énormément, qui déplaisaient beaucoup, en tout cas à ma mère. Et moi aussi, j'étais déjà très gênée parce que j'avais les regards un peu... oui, c'est gênant à 11 ans d'être tout d'un coup formée comme ça, oui, bien sûr. Et puis ma mère me reprochait de les avoir aussi gros. Elle disait que j'étais très très sensuelle et que j'attirais, je fais exprès pour attirer les c'est sympa de la part d'une mère, au lieu de vous encourager et de vous dire que vous êtes une jolie petite fille qui va devenir une très jolie femme. Non, pas du tout. Merci maman, ça commence bien. Donc, habitant dans une ville thermale, elle m'envoyait voir un prêtre, un curé, qui pouvait essayer de me guérir de ça pour dégonfler cette partie-là. Donc moi, confiante, j'allais là, j'avais à peu près
12-13 ans, hein, je sais plus très bien. Et donc j'allais le voir, et ce monsieur me touchait les seins. En fait, après coup, j'ai réalisé qu'il me faisait des attouchements. Bah, bien sûr. Ouais. Voilà. Le fait est que j'ai parlé à ma mère, elle me disait que non, c'est moi qui faisais tout pour attirer ce genre de sensation vers les hommes et d'y retourner. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pour moi ça a duré très longtemps parce que je me souviens pleurer en y allant. Arrivée en France, donc je suis arrivée ici vers 17 ans. Très, très peu de temps après mon arrivée, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une fugue. J'ai quitté mes parents. On habitait dans un endroit qui ne me plaisait pas, et puis, mes parents m'agaçaient. Donc, je suis partie. J'ai eu une petite fille. Après, je me suis réconciliée. Je vais vite parce que je vois l'heure. Je me suis réconciliée avec mes parents. Je suis revenue, et puis repartie pour vivre de mes propres moyens. Et à l'âge de 24 ans, je décide de me faire opérer des seins. Donc, je demande de tout enlever. Je ne voulais plus le voir comme ça. Ce qui fait que j'ai été opérée et on m'a tout enlevé. Il y a toujours eu un problème avec cette partie de mon corps, jusqu'à peut-être encore un petit peu aujourd'hui, quoique ça s'est un peu réglé, puisque quelques années après, il y a un médecin très bienveillant qui me dit c'est pas possible, il faut vraiment mettre des prothèses, vous serez mieux, vous le ferez à votre image. C'est ce que j'ai fait, effectivement. Un bon médecin m'a mis des prothèses. Mais l'inconvénient aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si c'est lié à mon histoire. En tout cas, je ne supporte pas qu'on me touche les seins, alors qu'ils sont sensibles. Je ne le supporte pas. Et j'ai eu une vie sexuelle un peu difficile, très compliquée. Vous parlez quand même de ce prêtre ou curé, je ne sais pas, qui vous touchait les seins et qui quelque part a dû provoquer une répulsion terrible de ce fait qu'on vous touche les seins. Donc il n'y a rien d'étonnant que vous ayez du mal à ce qu'un homme vous touche les seins. Ça vous renvoie à ce traumatisme qui en plus était imposé par votre mère. Donc vous voyez bien que là, il y a quelque chose de difficile à dépasser. Oui. Là, j'ai commencé une thérapie depuis 3 mois parce que je suis pas très bien, je suis toujours triste. J'ai perdu toute la mémoire de toute cette période dans ce pays. Je sais pas si c'est lié, je n'arrive pas à m'en souvenir, sauf des bribes de moments comme ça. Et je ne sais pas si la thérapie pourrait à mon âge, 65 ans, pourrait me faire aller mieux. Je sais pas. Vous avez quel âge? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. 65. 65, quand même. Oui. Mais vous étiez en Afrique depuis le début ou à partir de quand vous avez été là-bas? Vous êtes né là-bas, c'est ça. Moi, ce que je voudrais quand même pointer, c'est parce que on a un peu sursauté avec Brigitte sur l'histoire de votre maman qui vous envoie au curé pour cette histoire de seins. On voit pas trop le rapport entre le curé et les seins. Moi, ça. Enfin, quand ça s'écrit S-E-I-N, sinon, bon, ok. Oui. Ah oui, bien vu, les seins. Oui, c'est pas cela, c'est ça, il s'était trompé de seins. Oui. Ça doit être ça. Ma mère était très croyante. Très croyante, pratiquante. Et étant dans une ville thermale, elle pensait qu'en me donnant cette eau qui sort de terre, ça allait réguler tout mon corps et me faire dégonfler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que votre mère avait un vrai problème avec la sexualité féminine, avec la sexualité des femmes. Clair. Et donc c'est pour ça qu'une fois de plus, moi j'ai tendance à ramener toujours ça, mais je me dis toujours à chaque fois, mais qu'est-ce qui fait faire des choses aussi dingues? Parce que c'est un peu dingue cette histoire de curé, sinon d'avoir soi-même eu un problème avec la sexualité. C'est-à-dire que votre mère était concernée. Il avait quel âge, ce curé? Je ne sais pas. Mais je ne me souviens pas. Non, mais à peu près. Une quarantaine. Une quarantaine. En tout cas, de mon âge, je le voyais très vieux, quoi. Oui, bien sûr, oui. Et il faut savoir que ma mère a été violée pendant la rébellion. Ben voilà, donc... Déjà, voilà. Elle a eu un enfant dans ce viol. Mais elle était violée avant votre naissance? Ah oui, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez, c'est souvent ça, il y a des répétitions. C'est comme si elle vous envoyait à l'échafaud. Enfin, c'est terrible. C'est-à-dire qu'elle, vous dites, vous y avez été vers 12-13 ans, elle est violée vers 15 ans.
Et puis alors, du coup, elle répète, mais inconsciemment, elle pense faire le bien. Elle pense que enfin, quand elle lui dit que c'est pas beau et que c'est, etc., c'est pas faire le bien. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Mais elle était complètement à côté de la féminité. Elle était incapable de la voir chez vous, quoi. Oui, même chez elle, je crois. Et peut-être, on va lui donner une circonstance atténuante. Après tout, j'aime bien aussi être l'avocate. Peut-être qu'elle pensait qu'à cause de vos seins imposants, vous étiez en danger et qu'il fallait absolument les réduire, vous voyez, parce que sinon vous risquez à 15 ans de vous faire violer. Oui. On peut craindre ça. Ouais, c'est vrai. Et ce serait la seule circonstance atténuante. Mais encore une fois, elle aurait pu. Elle vous a parlé de son viol un moment. Non, jamais. Non. Vous avez jamais pu aborder ça ensemble. Jamais. Alors ça, c'est vraiment. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à ceux qui nous écoutent. Quand vous avez comme ça des phases d'ombre dans vos enfances, vos adolescences, essayez le plus possible de pouvoir aborder la question avec vos parents. Essayez de parler à vos parents, questionnez-les un petit peu habilement, écoutez-les sans les juger, parce que c'est des informations essentielles qu'on ne peut plus avoir une fois qu'ils ne sont plus là. Et puis dans l'autre sens, quand on est parent, n'hésitez pas à parler à vos enfants quand il vous arrive des traumatismes, quand ils sont au même âge, si vous avez travaillé dessus, parce que ça va informer les enfants aussi de tout ça, quoi. Ça veut dire, j'en ai jamais parlé à ma fille, il faudrait que je lui en parle. Oh, je pense que oui. Elle a quel âge? 45. Et vous avez une petite fille? Une fille, non, une fille, et deux petits garçons. Deux petits garçons. Oui. Ce serait pas mal d'en parler à votre fille qui comprendra aussi mieux votre rapport à votre corps. Voyez, ça sera, et puis ça vous fera du bien si vous entendez bien avec votre fille, évidemment. Oui, je m'entends bien, oui. Oui. Racontez. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est un petit peu à la mode en ce moment, et je trouve ça très bien. Il y a des personnes qui vont dans les EHPAD, etc., et qui prennent des notes pour écrire l'histoire des personnes qui vont s'en aller. C'est bien, parce que on est porteur de la vie de nos ancêtres. D'accord. C'est un bon conseil là, parce que c'est vrai que je voulais aborder un petit peu mon enfance avec ma fille. Comme j'ai la mémoire coupée, j'ai pas grand-chose à lui raconter, mais au moins ça pourrait démarrer par ça. Déjà, ce que vous avez raconté, c'est déjà beaucoup. Ce que vous nous avez dit déjà, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Oui, mais c'est pas de bonnes nouvelles, c'est pas joyeux. Oui, mais vous avez travaillé un peu sur vous? J'ai commencé une thérapie. Oui, c'est ça, vous l'avez dit il y a 3 mois. Oui, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux parler à ses enfants quand on a fait une thérapie. C'est quand même plus facile, parce que sinon, on va prendre ses enfants pour son thérapeute, et c'est pas très bon. Mais là, vous êtes dans le bon ordre. Vous faites d'abord la thérapie, et puis ça va vous permettre de parler à votre fille. Et puis, c'est normal que vous n'ayez pas envie qu'on vous touche les seins, et vous avez le droit de le dire à l'homme avec qui vous êtes, parce que il y a des tas de femmes qui n'ont pas envie qu'on leur touche les seins, parfois parce qu'elles ont allaité, parfois parce qu'elles ont eu un cancer du sein. Et justement, ce sera notre sujet demain, puisque on démarre Octobre Rose, comme vous le savez peut-être, Chantal. Et les chiffres sont importants, hein, 60 000 cas par an, c'est pas rien. Donc on en parlera demain avec Christian Jamin, et on aura la chance d'avoir à nos côtés un grand chirurgien qui est spécialisé justement dans les reconstructions mammaires. Merci beaucoup en tout cas, Chantal, et merci de votre témoignage. On a notre gagnante aussi, elle s'appelle Carole, elle habite le Gap, et c'est elle donc qui repartira avec le coffret 5 accessoires de Passage du Désir. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Bruno Clavier, juste le petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous écoutent? J'ai envie de dire que toutes ces personnes-là sont des résilientes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont, toutes celles qu'on a entendues, ont vraiment travaillé sur elles et tout ça, et que il faut que ça puisse cesser. C'est parce qu'elles ont fait, toutes ces auditrices, que ça va cesser, parce qu'elles en parlent. Elles sont venues en parler là, et
Et il faut en parler pour que qu'on puisse arrêter au maximum. Hein. Oui, parce que ces femmes qui ont parlé, qui ont fait des thérapies, etc., elles ont eu des enfants et ça a protégé leurs enfants. Parce qu'on voit bien que derrière tous ces témoignages, il y a souvent une mère qui a elle-même été abusée et violentée, etc., etc. Donc il faut vraiment. Moi, c'est presque une sorte d'utopie que j'ai comme ça. Si on obligeait toutes les femmes à faire des thérapies avant d'être mère, peut-être qu'on aurait une meilleure humanité. On peut pas obliger, mais ça peut être intéressant. C'est une idée comme ça. Voilà. On peut pas obliger. Merci beaucoup, Bruno Clavier. Merci beaucoup. Sud Radio.